bon réveil, c'est le morning, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. L'Elysée a annoncé cette nuit la libération d'une otage française au Yémen. Isabelle Prime devrait rejoindre la France dans les heures qui viennent. L'armée israélienne est intervenue cette nuit dans le village palestinien de Bido, d'où provient le terroriste responsable de l'attentat à la voiture bélier hier. Une attaque qui a blessé 3 soldats israéliens. Israël exige une condamnation de l'ONU qui reste pour l'heure silencieuse. Aux États-Unis, c'était le show télé à ne pas rater. Premier débat républicain cette nuit sur la Fox. Donald Trump a assuré le spectacle, provoque. Il a enflammé les débats. Les images à suivre. Le président français a été l'invité d'honneur hier à l'inauguration du nouveau canal de Suez, aux côtés du controversé Abdel Fattah al-Sisi, François Hollande. Mais la France devant certaines contradictions. Décryptage dans un instant. Enfin, comme tous les vendredis, on fait le point sur l'actu média de la semaine. Florence Foresti refuse 5 millions d'euros proposés par Vincent Bolloré pour remplacer les Guignols sur Canal. Jon Stewart qui fait ses grands adieux hier soir. Toutes les images en fin d'édition. Bienvenue à tous, c'est l'Elysée qui a donc annoncé cette libération intervenue cette nuit. Isabelle Prime est actuellement sous la protection des services français et devrait rejoindre Paris dans les heures qui viennent. Seul à Lazerwal. Isabelle Prime, libre. Porteur de la bonne nouvelle, un communiqué de l'Elysée précise « Notre compatriote Isabelle Prime a été libérée cette nuit. Elle était retenue otage au Yémen depuis le 24 février 2015. » Alors qu'elle se rendait en voiture à leur travail, Isabelle Prime et son interprète yéménite, Sherine Makawi, avaient été enlevées à Sanaa par des hommes déguisés en policiers. Les deux femmes travaillaient pour la société Ayala Consulting, entreprise américaine spécialisée dans la conception de programmes de protection sociale. Si la traductrice avait été libérée le 10 mars à Aden, dans le sud du Yémen, Isabelle Prime n'avait pas eu cette chance. Monsieur Hollande et Monsieur Hadi, mon nom est Isabelle. J'ai été kidnappée il y a 10 semaines à Sanaa, au Yémen. S'il vous plaît, ramenez-moi en France le plus rapidement possible. Je suis vraiment épuisée. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois, parce que je sais que vous n'allez pas m'aider. Et je comprends vraiment. Mise en ligne début juin, cette vidéo présente la Française à même le sol, vêtue de noir. Très fréquente au Yémen, les prises d'otages aboutissent souvent à la libération des captifs, la plupart du temps en échange de rançons. Le président François Hollande exprime toute sa gratitude à tous ceux qui ont œuvré à cette solution, notamment au sultan d'Oman. Aucune information n'a filtré sur l'identité des ravisseurs. Bonjour Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe. Quelle est la situation au Yémen ? Bon, pour le moment, Barbara, probablement dû à l'accord nucléaire entre l'Iran et la communauté internationale, l'Iran relâche un peu son soutien aux Houthis et ça s'est traduit immédiatement par des succès des forces loyalistes au président Hadi et un recul permanent et constant des forces des Houthis. On ne sait pas qui est le groupe qui était responsable de l'enlèvement de la Française, mais on m'a proposé hier soir un angle très intéressant que M. Hollande était en visite au Caire. Sanaa, la capitale yéménite, est sous le contrôle des Houthis. Les Houthis qui ont de très bonnes relations avec le Caire, qui a essayé de mener une médiation entre les Houthis et les Saoudiens. Et peut-être il y avait ici une intervention égyptienne auprès des Houthis pour qu'ils contribuent au lâchement de la libération tout à fait. Mais Barbara, il y a une équation de la Syrie pour le Yémen. On voit la visite du responsable de service secret syrien en Arabie Saoudite, un dégel entre le régime syrien et l'Arabie Saoudite, et de l'autre côté, un renforcement et un recul des forces Houthis au Yémen pour les forces pro-Arabie Saoudite. Les alliances et les désalliances qui se défont dans la région. Merci beaucoup Ali, vous restez avec nous. On parlera dans un instant justement de la visite de François Hollande en Égypte hier, mais pour le retour en Israël. Tzahal craignait l'imminence d'attaques en Cisjordanie après l'attentat de Douma qui a coûté la vie, on s'en souvient, la semaine dernière à un bébé palestinien, et hier en Cisjordanie, un attentat à la voiture bélier contre des soldats israéliens à Shiloh. 3 blessés, dont un toujours dans un état critique ce matin. Océane Nicole. Ce jeudi, un terroriste palestinien a blessé 3 soldats israéliens lors d'un attentat à la voiture bélier à Shiloh, près de Ramallah. Les victimes étaient positionnées sur le bord de la route quand la voiture leur a foncé dessus.
Le conducteur du véhicule a été blessé par des tirs israéliens alors qu'il tentait de s'enfuir. Sa voiture s'est alors retournée, blessant ainsi une autre personne se trouvant à l'intérieur. Un hélicoptère est arrivé sur les lieux pour prendre en charge les blessés, dont un est âgé d'une vingtaine d'années. 2 sont dans un état critique et ont été évacués et transportés à l'hôpital près de Jérusalem. Ils sont tous les 2 dans le coma et sous assistance respiratoire. Un plus légèrement blessé a reçu les premiers soins sur les lieux du drame. Nous avons 2 des victimes de l'attaque terroriste près de Shiloh. Ils ont tous les 2 plusieurs traumatismes et semblent être gravement blessés. Nous évaluons actuellement leur état dans notre centre de traumatologie. Je pense que nous en saurons bientôt un peu plus et nous prendrons des décisions concernant le traitement. Cette attaque intervient dans un contexte tendu, une semaine après qu'un bébé palestinien ait été brûlé dans une maison à Douma en Cisjordanie par des extrémistes juifs israéliens. Un mouvement de protestation avait alors émergé et Israël craignait déjà des représailles côté palestinien. Bonjour Yoshua Amishav, ancien diplomate israélien. On l'a dit, les services de sécurité israéliens redoutaient une vague d'attentats en vengeance à l'attentat de Douma. Est-ce qu'il est encore possible d'arrêter ce cycle de violence ? Possible, il est possible. Est-ce qu'on veut ? Je ne sais pas. Ce que je vois, je peux vous dire 3 choses très brèves sur ce qu'on vient de voir. La première, c'est que Palestiniens, enfin la branche la plus radicale des Palestiniens, n'ont pas besoin de quelque attentat que ce soit pour passer à l'action violente. Deuxièmement, les forces israéliennes, on l'a dit, étaient en état d'alerte maximale parce qu'il est évident qu'il allait se passer quelque chose. Je le répète, n'ont pas besoin de ça pour qu'il se passe quelque chose. Et troisièmement, et c'est le plus grave, des 2 côtés aujourd'hui, je pense, le terrain est libre pour les extrémistes, les pousses au crime, les bouts de feu. Et on ne voit pas, ni d'un côté ni de l'autre, qui va avoir le courage de prendre les choses en main et de faire ce qu'il faut faire de la manière la plus radicale contre les pousses au crime. Justement, donc le crime va se produire. À ce propos, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Ron Prosor, a exhorté cette nuit l'ONU à condamner cet attentat et à dénoncer l'incitation palestinienne à la terreur, selon lui, qui encourage ce genre d'actes. Où est justement la responsabilité des gouvernements palestiniens, mais israéliens également dans cette affaire ? Ron Prosor fait son travail, il le fait très bien, donc on va le laisser faire son travail. Je ne veux pas commenter sur les déclarations de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Par contre, ce que je vois, Barbara, c'est que quel que soit le niveau de coordination sécuritaire qui continue à exister, peu de personnes le savent, il faut le répéter chaque fois, entre les forces de l'autorité palestinienne et Tsahal, ça existe jour après jour, nuit après nuit, soir après soir, mais il y a au niveau politique quelque chose d'autre qui se passe et qui est extrêmement préoccupant, c'est-à-dire que Abou Mazen, probablement très affaibli, ne parvient pas, et d'ailleurs selon certaines rumeurs, peut-être qu'Ali en sait plus, rumeurs qui courent selon lesquelles dans les 2 ou 3 mois il pourrait se retirer, n'a probablement plus la force et une autorité nécessaire pour mettre au pas ces extrémistes. Et je suis forcé, Barbara, de rappeler qu'en 2013, le Shabak, c'est-à-dire le service de sécurité intérieure israélienne, avait exhorté le gouvernement et le Premier ministre Netanyahou à déclarer hors la loi le groupe Tag Mehir, donc je crois qu'on dit en français le groupe qui s'appelle du prix à payer, si on veut dire comme ça, ce qui sont sur la sellette depuis longtemps, et le Premier ministre s'était refusé à le faire. Il avait imposé une formule un petit peu Pourtant, cette semaine, la police et les services de sécurité ont resserré leur étau sur ces extrémistes. Mais écoutez, oui, parce que vous savez, on peut pas non plus. Il vient un moment où il faut quand même faire quelque chose. Donc voilà. Mais si le chef des services secrets, l'ancien chef du Shabak, Carmi Gilon, nous dit en 2014, l'année dernière, que ce n'est pas que le Shabak, les services de sécurité donc intérieure, ne parviennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas réellement. Il n'y a pas de vraie intention de mettre hors d'état de nuire ces gens du groupe du prix à payer Tag Mehir. Donc il faut bien que nous, humbles citoyens, nous tirions un petit peu les conséquences de ce qui est dit par une personnalité comme Carmi Gilon. Donc tant qu'on aura des 2 côtés aujourd'hui, malheureusement, ou un refus, ou en tout cas une incapacité pour des raisons qu'on n'a pas le temps de détailler, peut-être d'entrer trop dans les détails, de passer à l'action, c'est un serpent. C'est-à-dire si vous ne lui coupez pas la tête, il va mordre une 2e fois et une 3e fois, et il va le faire tant qu'on le laissera faire. Or, jusqu'ici, on les a laissés faire.
Baba, une petite remarque, s'il vous plaît, sur l'appel de l'ambassadeur israélien à l'ONU. L'autorité palestinienne a fait tout depuis l'assassinat du bébé palestinien, à éviter que le Hamas utilise cet incident pour enflammer la Cisjordanie. Il y a, même avant cet incident, 150 militants du Hamas qui ont été arrêtés par l'autorité palestinienne pour avoir essayé d'enflammer la Cisjordanie. Voilà, c'est important de le répéter. Merci beaucoup, Yoshua Amishav. Ali, vous restez avec nous. On va parler évidemment de cette visite de François Hollande à présent en Égypte avec un défilé aérien et une parade navale conduite par le président Al-Sisi lui-même. L'Égypte a donc inauguré hier avec faste une seconde voie du canal de Suez, un projet destiné à relancer une économie à genoux. Regardez. Pharaonique, historique, titanesque, le nouveau canal de Suez est une fierté nationale pour l'Égypte. À la tête d'une fastueuse parade navale, Abdel Fattah al-Sisi célèbre l'élargissement du canal de Suez. Pour cette grandiose cérémonie d'inauguration, le Caire convie de nombreux chefs d'État, dont François Hollande. Parade militaire, frégate multimission FREMM, défilé aérien de 3 Rafales aux couleurs égyptiennes, hymne national. Pour renforcer son pouvoir, le maréchal Sisi s'inscrit dans la lignée du colonel Nasser et joue sur le patriotisme des Égyptiens. Je bénis votre patriotisme, vous qui avez répondu à l'appel de la nation. Vous avez réussi à financer cette grande réussite en quelques semaines. Estimé à 4 ans de travaux, le projet lancé en août 2014 par le président égyptien a été réalisé en 1 an. L'objectif est alors double, relancer l'économie égyptienne et redorer l'image du pays. La seconde voie du canal permettrait de doubler le trafic maritime, générant 12 milliards de dollars de recettes annuelles. Grâce à l'activité supplémentaire, l'Égypte table sur la création d'1 million d'emplois. Après 4 années de bouleversements internes, l'Égypte souhaite revenir sur la scène internationale. Arrivé au pouvoir par la force, Sisi se présente comme un président bâtisseur, seul capable d'assurer la liaison entre la mer Rouge et la Méditerranée. Invité d'honneur, François Hollande représente la France, historiquement liée au canal le plus célèbre du monde. Au XIXe siècle, la compagnie du français Ferdinand de Lesseps creuse le canal, inauguré le 17 novembre 1869. Désormais, cette voie maritime fait transiter une partie du pétrole mondial, mais l'augmentation des capacités du canal de Suez ne générera pas automatiquement une hausse des recettes. Celles-ci dépendent du trafic maritime mondial. Ali, on vient de le voir, François Hollande était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Mais à l'époque du coup d'État, il y a 2 ans, la France avait condamné ce putsch et le bain de sang qui en avait suivi. Est-ce qu'on peut dire que la France a tourné cette page et offre par cette présence hier au Caire une légitimité au président Al-Sisi? A totalement tourné cette page, Barbara. Quand on parle avec des diplomates égyptiens, ils disent que contrairement aux Américains, contrairement aux Allemands et autres Européens, les Français veulent faire des affaires et ils ne posent pas trop de questions et les critiques sont de moins en moins importantes. La France a besoin d'être partie ou de faire partie du rétablissement de l'économie égyptienne, une économie très importante qui est en grande difficulté. En ce qui concerne l'ouverture du canal, il y a une 40aine de projets qui sont autour de l'ouverture du canal et la France veut faire partie de cette ouverture. C'est pas un hasard qu'on a vu les Rafales français en train de se voler dans l'inauguration, les Rafales qui ont été achetés par les Égyptiens il y a quelques semaines. Le gouvernement français voit une opportunité pour l'économie française et pour consolider sa place au Moyen-Orient et l'Égypte est un candidat très important pour la France. Alors justement, il y a des intérêts économiques mais également politiques. On note que le président Hollande était l'invité d'honneur d'une autre grande messe internationale dans le monde arabe. C'était il y a 3 mois, on s'en souvient. Il était l'hôte du roi d'Arabie Saoudite lors du Conseil de coopération du Golfe à Riyad. Quelle place veut jouer la France dans la région? Pourquoi les pays arabes modérés le courtisent autant? Je ne pense pas que les pays arabes le courtisent, mais je pense que la France était la plus vocale en ce qui concerne l'accord nucléaire avec l'Iran. C'est pour cela, contre l'accord, bien entendu, c'est pour cela le Conseil du Golfe a accueilli le président Hollande et c'est pour la même raison que le fait que la France est de moins en moins vocale en ce qui concerne
le manque du respect des droits de l'homme en Égypte. François Hollande était le premier à aller main à main avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La France identifie un certain vide par les États-Unis et veut remplir ce vide pour en profiter, bien sûr, sur le plan économique qui est très important et même critique pour le président Hollande. Il y a donc une communauté d'intérêts qui se rencontrent et il n'y a pas un changement économique. La France ne peut pas prendre la place des États-Unis comme l'allié stratégique des pays arabes, mais dans ce vide qui a été créé par l'administration Obama, le président Hollande a réussi à l'identifier et à le remplir dans quelques circonstances. Merci beaucoup, Ali Waket. Et la France, justement, va déployer de nouveaux moyens aériens et maritimes au large de la Réunion, où ont été découverts des débris qui pourraient provenir du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. En colère, les proches des victimes gardent, eux, espoir de voir résolu, finalement, ce mystère de la disparition de l'avion. Océane Nicole. Peut-être des nouveaux indices sur le vol de la Malaysia Airlines. Ce jeudi, des coussins de siège et des vitres d'avion ont été repêchés sur l'île française de la Réunion. Mais rien ne permet encore de confirmer que ces objets appartiennent bien au Boeing 777. 17 mois après la disparition du vol, le gouvernement malaisien a officiellement annoncé que le débris retrouvé à la Réunion il y a une semaine provenait bien du Boeing 777. Une première preuve que l'appareil s'est bien abîmé dans l'océan Indien. Le fardeau et les incertitudes que les familles ont endurées tout ce temps sont indescriptibles. J'espère que cette confirmation, même si elle est tragique et douloureuse, permettra au moins aux familles et proches des 239 passagers du vol MH370 d'être enfin fixés. Et malgré cette première grande avancée de l'enquête, ça n'a pas suffi à apaiser les familles des victimes qui ne se disent pas satisfaites. Colère et incrédulité dominent donc. Leur priorité est avant tout de savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. Nous voulons le retour des corps sous quelque forme que ce soit, afin que nous puissions leur faire nos adieux de façon appropriée et leur dire au revoir correctement. La compagnie n'a fait que chercher l'avion. Ils n'ont rien dit sur le fait de chercher les gens. On leur a dit qu'on ne voulait pas de l'avion, mais eux, ils disent qu'ils peuvent le trouver. La Malaysia Airlines a qualifié cette avancée de majeure. Ce jeudi, les expertises se poursuivent au siège de la Direction générale de l'armement aéronautique de Toulouse. Reste à trouver des indices sur les causes de l'accident. La disparition du Boeing 777 reste l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. En bref, cette affaire du plus mauvais effet dans un contexte de tension entre la Russie et le monde occidental. Des pirates informatiques russes ont lancé une cyberattaque des plus sophistiquées contre un système de courriel au Pentagone. Le système est débranché depuis une quinzaine de jours. Depuis cette attaque qui touche environ 4000 civils et militaires qui travaillent pour l'état-major américain, le Pentagone a confirmé avoir mis le système hors circuit pour mener une enquête approfondie. Et on reste aux États-Unis. C'était le show télé à ne pas manquer. Premier débat républicain cette nuit sur la Fox. Donald Trump a assuré le spectacle. Provoque, il a enflammé les débats, mais s'est attiré les flèches de ses adversaires, les huées et même les rires du public. Maurice, vous avez les images. Oui, Barbara, au centre de la scène, entouré de 9 rivaux, loin derrière lui dans les sondages, le magnate de l'immobilier est finalement resté fidèle à son style provocateur. Donald Trump a donné le ton, expliquant ne pas exclure de se présenter à la présidentielle de novembre 2016 en indépendant s'il perdait les primaires. Écoutez. Je ne peux pas dire que je respecterai le vainqueur si ce n'est pas moi. Vous voyez, Trump est donc le seul des 10 à ne pas s'interdire cette option qui bénéficierait à coup sûr à la candidate démocrate Hillary Clinton. Alors, sommé de se justifier sur ses positions radicales sur les dossiers de l'avortement, de l'immigration et surtout de s'excuser sur ses propos sexistes, l'homme d'affaires a balayé d'un geste les critiques. Écoutez encore. Je pense que le gros problème de ce pays, c'est qu'il veut être politiquement correct.
Voilà. Trump refuse, lui, d'être politiquement correct. Absolument, c'est son style. Tous les problèmes ont été évoqués, l'immigration, le terrorisme et l'avortement, mais là, rien de neuf. Les candidats républicains ont fait preuve d'une remarquable unité idéologique, tous dénonçant l'ère Obama-Clinton. Seul débat réel, celui sur l'immigration. Jeb Bush a ouvert la porte à une régularisation progressive des illégaux. Écoutez ce qu'il avait à dire. Je pense que la grande majorité des illégaux n'ont pas d'autre option. Ils veulent assurer la subsistance de leur famille, mais nous devons imposer un contrôle sur notre frontière. Voilà, alors Donald Trump, lui, a répété que le gouvernement mexicain envoyait ses plus mauvais éléments de l'autre côté de la frontière. Voilà, Donald Trump qui a assuré le spectacle, ça pourrait lui faire gagner encore quelques points. Dans les sondages, côté démocrate, Maurice, ça commence là aussi à chauffer. Course moins tranquille pour Hillary Clinton qu'elle ne le pensait. Oui, un rival se profile à l'horizon et il pourrait s'agir du vice-président Joe Biden. Selon son entourage, Joe Biden aurait commencé à rencontrer des donateurs démocrates et des soutiens en perspective d'une éventuelle candidature. Alors que Joe Biden se lance ou non dans la course, les rumeurs sur cette candidature provoquent déjà une grave fissure dans la campagne de l'insubmersible Hillary Clinton. 39% des électeurs américains considèrent que Joe Biden ferait un meilleur candidat contre seulement 29% pour Hillary Clinton. Il y a encore, il faut le dire, un tiers d'indécis. Mais pour Joe Biden, il faut savoir qu'il a déjà perdu 2 primaires en 98 et 2008 et l'affaire n'est pas jouée. La course est ouverte. Merci beaucoup, Maurice. Et Donald Trump, on l'a dit, reste pour l'instant le favori des sondages. Son discours et son programme ont pourtant souvent créé la polémique. Regardez. Milliardaire excentrique, magnat de l'immobilier, golden boy américain, Donald Trump possède des gratte-ciels à son nom et dispose d'une véritable notoriété. Nouveau challenge pour le businessman, la primaire républicaine. En costume d'homme politique, Donald Trump se lance dans la campagne présidentielle américaine. Avec un atout majeur, la fortune familiale. Son père, Fred Trump, un self-made man à l'américaine, a bâti un véritable empire immobilier. À 22 ans, Donald Trump intègre l'entreprise familiale estimée à près de 4 milliards de dollars. Pour faire parler de lui, Donald Trump séduit Miss Univers et enchaîne les dérapages médiatiques. Il s'attaque notamment au sénateur John McCain, prisonnier de guerre au Vietnam, en déclarant qu'il ne mérite pas son statut de héros. Mais sa cible préférée reste toutefois les immigrés mexicains qu'il traite de criminels et de violeurs. Largement condamné pour ses propos, Donald Trump ne s'excusera pas. Le Mexique nous envoie des gens dont le Mexique ne veut pas et tout le monde sait que c'est ce que j'ai voulu dire. Tout le monde sait que j'ai d'excellentes relations avec le peuple mexicain. J'ai beaucoup d'employés mexicains et ce sont des gens phénoménaux. Je les adore. Son programme est sans appel. Construire un mur à la frontière mexicaine, réduire les impôts, abroger Obamacare. Populaire ou populiste, le magnat de l'immobilier ne fait pas encore l'unanimité. Donald Trump s'en sort bien. Il est en pleine forme au sein même de son parti, mais si les élections générales devaient avoir lieu aujourd'hui, il serait battu par Bernie Sanders. Hillary Clinton l'écraserait et Joe Biden le battrait d'au moins 10%. Donc il s'en sort bien d'un côté, mais s'il y avait des élections aujourd'hui, Donald Trump ne deviendrait pas président. Selon les derniers sondages, Donald Trump est en tête des intentions de vote aux primaires républicaines, devant le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, et l'ex-gouverneur de Floride, Jeb Bush. Donald Trump est crédité de 19% des intentions de vote. Au chapitre santé, ce pourrait être une véritable révolution, une avancée majeure pour lutter contre le cancer de la peau. Une découverte israélienne permet désormais de déceler le moment où un mélanome devient mortel. Cette découverte a été mise en lumière l'élément déclencheur qui transforme les cellules. Léa Berdugo a rencontré l'équipe dirigée par le docteur Carmit Levy. Si vous faites une recherche sur le mélanome, vous découvrirez que ce cancer de la peau commence à un niveau très bas de l'épiderme. Il doit ensuite remonter à la surface pour redescendre, infecter les vaisseaux sanguins. C'est la phase mortelle. Pourquoi toutes ces étapes avant que le mélanome ne devienne agressif? Pourquoi ne migre-t-il pas directement vers les vaisseaux sanguins? Ces questions ont toujours hanté le docteur Carmit Levy, chercheur à l'université de Tel Aviv. L'élément déclencheur du mélanome se trouverait peut-être dans les couches supérieures de l'épiderme.
Habituellement, les cellules normales se trouvent à la base, mais lorsqu'elles se dirigent vers le haut, elles rencontrent de nouveaux amis, de nouvelles cellules. Donc peut-être y aurait-il un élément déclencheur qui leur ferait ressentir qu'elles sont sur une couche supérieure et qu'à ce moment-là, elles peuvent changer de direction et commencer à se propager. Ces questions en tête, Carmit Levy, assistée de son équipe, débute les recherches. Elle analyse des échantillons de peau saine, insère un mélanome non agressif et attend de constater quelle cellule va transformer cette tumeur bénigne en agent mortel. Jusqu'au moment où elle identifie l'élément déclencheur de la maladie. Nous avons découvert que la couche supérieure de la cellule provoquait la propagation. Donc nous avons réalisé que la couche supérieure crée ce qu'on appelle des ligands, des liens sur la surface, sur la membrane de ces cellules, et quand les cellules du mélanome entrent en contact avec ces cellules supérieures, cela provoque le changement en agent létal. La découverte est majeure et cela, le docteur Levy l'a bien compris. Les premières expériences ont été faites ici. Et j'ai bondi dans mon bureau et j'ai dit « on l'a trouvé » parce qu'on était très enthousiasmés de voir que le micro-environnement était la cause de la propagation du cancer. Et c'est probablement vrai dans d'autres cas de cancer, mais cela doit être prouvé. La chercheuse espère que cela permettra de détecter le cancer à un stade très précoce, de manière à le stopper. Mais il faudra encore être patient. Cela prendra plusieurs années avant que cette découverte ne puisse bénéficier aux malades atteints de ce cancer de la peau. Et justement, alors qu'on les imagine en blouse blanche coincés dans leur laboratoire, eh bien les scientifiques mènent une vie parfois beaucoup plus palpitante. Depuis quelques jours, des scientifiques du monde entier publient des photos et des histoires amusantes de leur vie sur le terrain à travers un hashtag Betsabe devenu viral. Exactement, ça s'appelle Field Work Fail, soit les ratés du travail de terrain. C'est le hashtag du moment. Il a été lancé fin juillet. À l'origine, vous avez deux chercheurs de l'université de Virginia Tech aux États-Unis. Anne raconte: mon compagnon de laboratoire Chris regardait toutes ces photos où il avait été coincé dans la boue au Belize et il a suggéré que nous créions un hashtag pour les commémorer. Anne, qui a d'ailleurs une étonnante panoplie de jeeps et véhicules en tout genre sacrément empêtrés, voilà sa vie de scientifique. Ouais, c'est pas facile. Et depuis lors, en quelques jours seulement, eh bien, des centaines de messages ont été postés. Alors en parlant tout terrain, une autre scientifique, toujours de l'université de Virginie, a posté cette photo, alors explicite quant au désagrément de la boue, relevant: les sociétés de location devraient vérifier d'abord si vous n'êtes pas biologiste de terrain. Et pour cause, la Jeep est salement empêtrée. Autre exemple avec un archéologue de l'université de Glasgow cette fois, qui raconte: une fois j'ai été très enthousiaste en découvrant des os dans une tranchée pensant qu'il s'agissait d'un gisement, et là l'emballage de KFC apparaît. KFC, donc chaîne de fast-food très populaire en Grande-Bretagne. Déception toujours, un autre 140 caractères, un tweet donc signé par un paléontologue, cette fois: lécher un objet pour distinguer le fossile de la roche. C'est un fossile, il colle à la langue, tousser à cause de la poussière, prendre une profonde inspiration, avaler le fossile. Et oui, ça arrive. Alors plus dangereux même qu'un fossile, un crocodile aussi. Une scientifique raconte ainsi s'être accidentellement collé à un croco en tentant de lui accrocher un émetteur radio. Le dit émetteur qui s'est enlevé tout seul après 24 heures au lieu de rester un mois. Alors le crocodile, un risque récurrent apparemment, surtout quand son embarcation s'en va loin et qu'il faut nager dans une eau pleine de crocodiles, justement, regardez, pour aller la récupérer. Vous avez toute une panoplie comme ça. Allez jeter un œil. La vie palpitante des scientifiques. Merci beaucoup Betsabe, merci Maurice. On va se quitter pour un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Alice de Comarmont. On se retrouve juste après. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous en ce vendredi matin. C'est désormais une tradition vieille presque de 2 ans, Michel, tous les vendredis. C'est vrai ? Oui. Tous les vendredis, vous venez nous présenter vos dessins qui résument l'actu de la semaine. Alors on va démarrer par l'actualité israélienne. Cette semaine marquée par plusieurs arrestations dans les rangs de ces extrémistes juifs. La police a finalement décidé de resserrer son étau sur ces groupuscules. D'abord, c'est une décision qui est venue de la Knesset. Mais c'est vrai, mon ressenti, c'est que c'est une chose qui aurait dû être faite il y a très très longtemps. Et que maintenant, c'est quelque part pour servir d'exemple et pour montrer peut-être que, enfin,
peut-être que Bibi et le gouvernement qui le représente, qui est vraiment un gouvernement de droite, essayent de se dissocier d'une certaine droite extrémiste finalement qui a été... Vous savez, le Likoud, il a été le berceau de ces gens-là, à un moment donné. Et puis maintenant, le Likoud aussi, c'est devenu un espèce de rassemblement de toutes sortes d'idéologies dans lesquelles il y a aussi des gens qui sont très très extrémistes et dans lesquels il y a des gens très modérés. Notre président, d'accord, est vraiment un enfant du Likoud. Et c'est un homme terriblement modéré, pondéré. Et voilà, il y a un peu de tout. Et là, bon, quand même, je ne sais pas... Juste le jeune homme qu'on voit sur dessin, c'est Meir Ettinger, ce jeune homme, voilà, le petit-fils de Meir Kahana. Voilà, alors Meir Kahana, il y a beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs qui ne se souviennent plus, mais c'est quand même un rabbin d'extrême droite dont le parti a été interdit à la Knesset parce qu'il était reconnu comme raciste. Il s'est fait assassiner à New York. Mais n'empêche que le venin qu'il a fait rentrer dans la politique israélienne, il est bien resté. Et ces jeunes, ils sont tous très jeunes, ils sont dans la vingtaine, ils ont des publications, des brochures, comment commettre des actes, comment brûler des maisons, comment brûler des églises. Donc il était temps qu'on s'en occupe, mais c'est pas ça qui va résoudre les problèmes à l'intérieur de la société israélienne, où beaucoup de haine et de violence se sont... Alors vous parliez du président Rivlin et du Likoud. Le président Rivlin a donné plusieurs interviews ces dernières heures à plusieurs médias israéliens où il reproche au Likoud et au Premier ministre de ne s'être pas assez montré solidaire de lui, notamment. Rivlin a eu des mots très durs après l'attaque de Douma. Il a déclaré avoir eu honte pour son pays et il s'est senti un petit peu lâché par les siens. Depuis, il a aussi été menacé de mort par ces mêmes extrémistes. Absolument. Là, non, mais là, ça va vraiment, vraiment très loin, vous savez. Et j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas dans l'entourage de Netanyahou des gens qui peuvent lui donner les bons conseils, comment réagir et à quel moment. Parce qu'en fait, voilà, quand même, un Premier ministre, il doit servir d'exemple comme un président sert d'exemple en France. Et il doit réagir immédiatement à ça. Et c'est vrai que pendant des années, ça a fait son fonds de commerce à Bibi Netanyahou, ces signes de l'extrême droite. Il a été parmi ceux qui ont monté la gauche contre Rabin à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, et je pense que ce poster du président Rivlin avec la keffia d'Arafat, etc., a circulé. D'abord, ça délégitime les Palestiniens, comme si ce n'était pas légitime d'être palestinien. Et puis d'un côté, à l'encontre d'un président, et qu'il n'y ait pas une réaction forte et immédiate du cabinet du Premier ministre. Je trouve que toutes les réactions du président, je suis absolument solidaire, alors que je ne suis pas du tout de son camp. Je respecte énormément sa position. Je trouve que c'est vraiment l'homme de la situation en ce moment. Allez, on passe à l'actualité internationale. Hier, on marquait les 70 ans d'Hiroshima, la seule bombe nucléaire larguée de l'histoire. Et Nagasaki aussi. Nagasaki, 3 jours plus tard. Mais ce qui s'est passé, c'est que, bon, étant donné que c'était la journée de la commémoration des 70 ans, alors j'ai décidé, bon, je vais faire un dessin. Je me souvenais très bien qu'il y avait ce bâtiment et cette photo qui existait dans les archives. Et je suis allé la chercher sur Google, et sur Google, j'ai trouvé une phrase extraordinaire qu'a publiée Albert Camus dans son journal Le Combat, le 8 août, c'est-à-dire 2 jours après que cette bombe ait été larguée. Et notamment, il a dit, il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Et il a tellement bien vu l'époque, il a tellement bien vu, il y a 70 ans, la situation que nous vivons aujourd'hui, que j'ai trouvé cette phrase très forte. J'ai aussi quelques collègues japonais que je connais, dont les parents étaient sous Tokyo bombardés pendant la guerre, ce qui n'était pas une bombe atomique, mais c'était quand même... Et je sais à quel point cet homme est devenu un grand pacifiste, et à quel point les images que j'ai vues sur Google m'ont vraiment provoqué une énorme émotion de les revoir 70 ans après. Tout reste d'actualité, bizarrement. L'histoire qui se répète, on l'espère pas. On finit par une affaire qui a ému le monde entier, qui continue d'émouvoir le monde entier. Le magnifique lion Cécile tué par un dentiste américain juste pour le plaisir de chasser. Oui. Vous savez, on en a effectivement beaucoup parlé. J'avais encore rien dessiné là-dessus, mais je vois que ça ne descend pas des news. Et puis cet homme a un visage, et voilà. Donc je me suis dit, voilà, en fait... Je vais inverser les rôles. Et si je dessine un lion qui accroche en trophée la tête du chasseur et qui boit d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais son champagne, c'est la veuve Palmer, c'est pas la veuve Clicquot, puisque Palmer n'est plus. Alors j'ai trouvé que c'était marrant de dire ça fait craquer les lions et moi ça me fait bander. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut pousser un chasseur à avoir tellement de plaisir à chasser et à tuer gratuitement. C'est-à-dire sans raison. Pas pour se défendre. Je dois dire que
c'est quelque chose que je ne comprends pas chez l'homme. Je comprends la chasse pour se nourrir, pour survivre. Je ne comprends pas la chasse pour le plaisir. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Merci beaucoup, Michel Kishki. Au revoir. Direction Jérusalem à présent avec cette découverte inattendue. C'est lors de travaux de réfection d'un jardin d'enfants qu'un bain rituel datant du 1er siècle a été découvert. Il daterait de l'époque du Second Temple. Il a été mis au jour dans le quartier d'Arnouna. Joseph Emmanuel. C'est sur ce chantier, comme il y en a des centaines en Israël, qu'une découverte extraordinaire vient d'être faite. Nous sommes à Jérusalem. Et en creusant quelques mètres sous terre, les ouvriers sont tombés nez à nez sur une ouverture. Le linteau de pierre est dans un parfait état. Ce qui était il y a 2000 ans une porte ouvre sur une antichambre flanquée de bancs. Sur les murs, des inscriptions codées. Une rareté, mais plus rare encore, nous sommes ici dans un antique bain rituel de l'époque du Second Temple. Mais contrairement aux découvertes classiques, habituelles dans ce pays chargé d'histoire, ces inscriptions ne se laissent pas facilement déchiffrer. Un arbre et d'autres espèces de plantes, une menorah, plus insolite, un cœur, mais également des inscriptions en araméen et en hébreu, des mots écrits en lettres cursives, l'usage à la fin de la période du Second Temple. L'état de conservation est jugé excellent, ce qui facilitera le travail des archéologues, une tâche qui s'annonce d'ores et déjà compliquée. Car reste à découvrir le mystère de ces inscriptions, et déjà les spécialistes s'orientent vers les prénoms d'une famille ou tout simplement de l'art visuel. Certains symboles peuvent être interprétés comme laïques, d'autres sont à l'évidence des symboles spirituels et religieux. Les historiens du judaïsme parlent d'une découverte inestimable. Ce site vient appuyer un peu plus l'antique présence juive à Jérusalem avant l'exil. Mais une question principale demeure: pourquoi ces inscriptions ont-elles été faites dans un bain rituel? Et toutes les réponses semblent encore une possibilité. De simples graffitis, un message religieux ou spirituel, peut-être aussi un appel à l'aide suite à un événement traumatisant. Ces inscriptions datent exactement de la période de destruction du temple de Salomon, un événement qui prenait place en 70 de notre ère et qui marquait le commencement pour le peuple juif de 2000 ans d'exil. Et on va parler d'art contemporain israélien à présent, comme tous les vendredis avec vous, Marie Scheck. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous présentez ce matin un artiste qui s'appelle Tom Pnini. Il expose en ce moment à la galerie Shlouch à Tel Aviv, mais lui aussi est exilé depuis plusieurs années aux États-Unis. Il vit à New York. C'est un grand mot, exilé. Oui, il est israélien. Il a 34 ans, il est parti faire ses études il y a 7 ans et depuis il y reste. Et je pense qu'à travers son travail, il fait des quêtes sur son identité. En fait, il n'est pas imbibé dans la société israélienne et c'est topique, mais plutôt dans la société américaine. Et il va dans le passé et il recherche qu'est-ce qui s'est passé en Amérique il y a 100 ans, il y a 120 ans, avant la vraie découverte de la photographie. Et là, nous avons un magnifique travail de vidéo. Et quand on le voit, a priori, ce sont deux scènes différentes ou la multiplication de la même scène en deux. En fait, il a filmé ça, c'est une seule scène, mais il y a 4 personnes, et 2 frères jumeaux, 2 sœurs jumelles, et qui chantent, l'homme chante à la femme, 2 minutes avant qu'ils partent à la guerre civile en 1860. Donc ça est censé être poétique, la musique est très belle. Vous voyez, c'est un portrait familial qui n'a rien de grave, qui ne va pas dire ce qui va se passer, mais qui est très poétique. Et chacune des scènes a une légère différence. C'est comme dans les journaux quand on dit chercher les 7 différences. Ouais. Et en fait, c'est 1 minute avant l'invention de la stéréoscopie, où c'était une manière de faire de la photo avec 2 appareils, 2 moments différents pour créer un 3-dimensionnel. C'est un peu difficile à comprendre, mais stéréo, c'est le moment, la scopie, c'est le regard, stéréo, c'est double. Donc l'œil mélange les 2 photos qu'on a vues et deviennent 3 dimensions, crée la réalité et pas l'illusion de ce travail-là que nous voyons. À part ça, il a une autre vidéo, vous voyez là, et on est en 1900, dans les années 30, en Amérique aussi. Et il y a un énorme dust bowl, c'est un bol de poussière qui se passe et en Amérique et au Canada,
qui après amèneront à la grande chute économique, parce que ça a duré pendant 9 ans, ces poussières météorologiques, et où il y a un couple au fond, vous voyez, près de la maison, qui disparaît. Et là, on a l'impression que la poussière, une sorte d'Hiroshima, comme ça, la poussière va envahir. Ouais. Donc là-bas, c'était les gens qui étaient en first place. Là, c'est la poussière. Ils créent des sortes de magie. Et c'est la même technique ? C'est une sorte de même technique. Non, là, c'est une vraie photo prise de l'époque. Et à travers un appareil qu'il a mis dans la galerie, on peut voir de près tous les détails. Il joue avec et les techniques et l'histoire de ce pays. Et ce qui est important à dire là, dans cette magie-là, il est le fils d'un des plus grands acteurs en Israël, Avi Pnini. Il a grandi dans les coulisses de théâtre. Tout son art est imbibé de théâtre. Il crée des sets, il monte sur des sièges. Je l'ai montré souvent en France, d'ailleurs, dans des expositions que j'avais faites. Et c'est toujours une sorte de magie enfantine, je dirais, mais où il manie très, très bien les techniques. C'est-à-dire, et puis lui-même, il a 34 ans, il a l'air d'avoir 10 ans. Il y a tout un double, comme le set qui est double, lui-même, il y a une double et personnalité et créativité. Je vous conseille d'aller la voir pendant 6 semaines à la Galerie Shlosh à Tel Aviv. Merci beaucoup, Marie Schweck. Allez, comme tous les vendredis, on finit par l'actu média de la semaine. La personnalité médiatique de la semaine, c'est sans aucun doute Rudy, l'humoriste Florence Foresti. Oui, et ce pour 2 raisons. Alors, on va parler dans un instant de ce qu'on a appelé l'affaire Foresti, mais on va commencer avec ces 5 millions d'euros qui auraient été proposés à l'humoriste par Vincent Bolloré début juillet pour remplacer les Guignols. Alors, l'homme d'affaires aurait fait venir Florence Foresti dans son bureau en lui disant qu'il supprimait tout bonnement les Guignols et qu'il souhaitait, contre 5 millions d'euros, qu'elle produise par jour 10 minutes de programme, une proposition poliment refusée par la Lyonnaise. Alors Vincent Bolloré se serait alors tourné vers Gad Elmaleh qui lui aussi tout aussi poliment aurait refusé cette offre. Et donc voilà une des explications du maintien miraculeux des Guignols sur Canal+, même encrypté, même sans les auteurs. Donc on voyait bien où était l'intention de Bolloré à ce moment-là. Voilà, on l'a bien compris. Il voulait se débarrasser à tout prix des Guignols. Et on le disait, Florence Foresti a été largement taclée toute la semaine par la presse pour son attitude au Festival de Ramatuelle. Oui, c'est un été assez agité pour elle. Alors toute la semaine, effectivement, elle a été au cœur de la polémique sur sa supposée grosse tête. Tout démarre les 1er et 2 août. Elle se produit, vous le voyez, au Festival de Ramatuelle. Alors le lendemain de sa prestation, elle se fait fortement tacler dans la presse locale pour son comportement de diva. Elle aurait refusé toute interview. Elle aurait lâché un très froid et simple bonjour aux équipes du festival qui l'attendaient. Elle aurait interdit les photographes au début du spectacle. Et surtout, elle ne se serait pas rendue à la traditionnelle soirée après spectacle, soirée à laquelle tous les comédiens qui passent au festival se rendent. Alors le festival de Ramatuelle et Jamel Debbouze en personne sont montés au créneau pour voler à son secours, mais rien n'y fait. La polémique a été lancée. Donc là on se demande, est-ce que c'est une vengeance de journalistes ou vraiment des caprices de diva? Mauvaise pub pour l'été en tout cas pour Florence Foresti. Puis à la télé américaine, c'était l'événement du moment hier. Jon Stewart, après 16 ans, a dit ses adieux à la télé. Oui, grosse émotion et pléiade de stars hier soir, cette nuit, pour la der des der du cultissime Jon Stewart. Il y avait Bruce Springsteen sur le plateau et puis plusieurs célébrités avaient laissé des messages pour l'occasion et pas des moindres. Hillary Clinton, John Kerry, John McCain ou encore l'animateur de Fox News, son ennemi juré Bill O'Reilly. Alors Barack Obama a quant à lui aussi sur Twitter salué, rendu un bel hommage à l'humoriste en disant « Vous avez été un immense cadeau pour ce pays ». Alors l'émission continue, va redémarrer en septembre avec un nouvel animateur, c'est le Sud-Africain Trevor Noah, et voilà, qui est même, d'ailleurs, il est même passé dans le dernier show pour prendre les mesures de son futur bureau. Et écoutez, Jon Stewart, c'était en février, il a plein de projets. Je n'ai pas de plan particulier, mais j'ai plein d'idées, beaucoup de choses dans ma tête. Je vais aller dîner un soir de semaine avec ma famille. D'après plusieurs personnes, il paraît que ce sont des gens incroyables. Voilà, il y a des projets. On passe maintenant, on va encore parler de Bolloré dans l'info en bref. Avec la reprise en main musclée de Canal+, il aura été sans conteste la personnalité média qui aura animé cet été. C'est donc tout naturellement que l'homme d'affaires Vincent Bolloré aura droit à son complément d'enquête sur France 2. Nicolas Poincaré, à la tête de l'émission d'investigation, l'a assuré en déclarant aux Parisiens « On veut s'intéresser à Vincent Bolloré avec ou sans son accord ».
Patrick Timsit à l'affiche d'un téléfilm qui abordera le thème de l'homosexualité. Le comédien de 56 ans incarnera avec Bruno Puzzolo et Barbara Schulz des parents aux réactions différentes face à l'annonce de l'homosexualité de leur enfant. Le film, dont le tournage se déroule cet été, sera diffusé en prime time sur France 2. La grille de rentrée d'Énergie 12 se précise. Après avoir annoncé une grille revisitée pour la rentrée, Énergie 12 fait du neuf avec du vieux. La chaîne de la TNT a annoncé la date de retour de l'Académie des Neufs version Benjamin Castaldi. Le 29 août prochain, les téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle version du jeu culte. Dans les cases entre autres Philippe Candeloro, Valérie Damido ou encore l'ex-Miss France Valérie Bègue. Une émission diffusée avant une autre grande nouveauté, les Vacances des Anges. Merci Rudy, merci Marie, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Portez-vous bien.